On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 100 ans des amputés de guerre du Canada et qui, ici même dans la région, aident des jeunes, notamment Daphné Demers, qui est une vainqueur. Elle est la porte-parole dans la région. Va nous parler de son cas à elle avec ses prothèses qu'elle a depuis qu'elle est toute petite. Fort utile. Donc, on voit vraiment que l'argent est vraiment bien utilisé. Mais d'abord, elle veut redonner espoir aux gens. Elle donne des conférences. Elle raconte un peu l'histoire de sa vie. Elle est devenue tétraplégique il y a une vingtaine d'années à la suite d'un accident de la route. Elle se dit aujourd'hui heureuse et a accepté évidemment sa situation. On reçoit Marie-Claude Lemieux. Afin de redonner espoir à la vie, elle prononcera une conférence le samedi 14 avril à 19h30 au CPE Saint-Luc sur la rue Bernier. Elle est avec nous. Marie-Claude Lemieux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On vous avait reçu il y a quelques années déjà pour un événement bénéfice. Les années passent. Avant même l'entrevue, on se disait, aïe, 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 2014 déjà. Comme on le sait, vous êtes devenu tétraplégique à la suite d'un accident de la route. Question de remettre un peu en contexte. Expliquez-nous premièrement en quelle année c'est arrivé et quel était le contexte qui vous a mené, évidemment, à votre condition d'aujourd'hui. L'accident de la route a eu lieu au mois de mai 1998, donc ça fait 20 ans, bien, presque 20 ans. Ouais. Et puis, c'est ce qui a fait que je suis devenue tétraplégique par la suite. En fait, c'est dans l'impact de l'accident, il y a eu la cinquième cervicale qui s'est brisée, est allée sectionner la moelle épinière. Et ça, bien, ça se fait... La paralysie se fait tout de suite, là, donc sur le moment, je ne savais pas que j'étais paralysée. Je pensais que la voiture, que j'étais prise dans la voiture, que c'est pour ça que je n'arrivais pas à me lever. J'ai constaté ça quelques semaines plus tard parce que là, j'ai eu 2 opérations, puis là, j'étais un peu dans les vapes, là. Donc, c'est quelques semaines après que là, j'ai réalisé que vraiment, là, j'étais paralysée au début des jambes, puis mes bras bougeaient presque pas, fait que ça a été tout un choc. Vous aviez quel âge à l'époque? 26 ans. 26 ans. Aviez-vous des enfants à ce moment-là? Oui, j'ai 3 garçons. À l'époque, qui étaient âgés de 8 ans, 3 ans et 1 an. Bon, évidemment, ça bouleverse une vie, on s'en doute. Ça fait 20 ans de ça. Mm-hmm. Comment vous regardez, quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur les 20 années qui viennent de passer? Bien, moi, si je pense à lorsque c'est arrivé, moi, dans ma tête, je ne serais plus jamais heureuse, que je n'aurais pas de vie. Parce que c'est difficile de penser qu'on peut être heureux en étant aussi limité physiquement. Donc, j'ai beaucoup cheminé. Alors, aujourd'hui, je peux dire que, bon, je suis heureuse, très, très heureuse. J'ai accepté mon handicap. Et c'est ça, je suis fière du chemin que j'ai parcouru parce que ça a été quand même difficile. Bon, vous avez prononcé un mot important. Vous avez dit « j'ai accepté ». Mm-hmm. Comment on accepte ça? Comment on en vient à la conclusion? Bien, probablement, vous allez me dire, on ne peut rien y changer, OK, mais évidemment, il y a de la tristesse, il y a de la colère, toutes sortes d'émotions. Mais à quel moment on se dit, OK, là, regarde, j'accepte? Bien, c'est sûr que moi, je me disais, pour être heureuse, bien, il fallait que je trouve des solutions. Donc, j'arrête de me projeter dans l'avenir. Ça, c'était de vivre une journée à la fois. Puis, essayer de trouver du positif dans ma vie, même si j'en voyais pas beaucoup. Puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à faire ça, à arrêter d'envier, à me comparer avec les gens, parce que ça paraît toujours mieux ailleurs. Hein? Moi, dans ma tête, tout le monde était plus heureux que moi. Ouais. Mais on ne sait pas ce que les gens vivent. Alors, tranquillement, j'ai cheminé. Puis là, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais j'ai été consulter un médium. Et puis, ce que j'avais comme grande question, c'était quelle est ma mission, moi, sur la Terre? Ouais. Alors, la grande question, qu'est-ce que je fais ici? Oui, bien là, la réponse était que je devais enseigner aux gens à regarder au-delà de l'apparence. Pour moi, ça m'a fait du bien d'avoir une réponse comme quoi que, bien, moi, je crois en la réincarnation aussi. Fait que, comme quoi que c'était ça ma mission, ça m'a beaucoup aidée. À quel moment dans l'équation vous dites « j'accepte » ? Ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. À quel moment, dans les 20 dernières années, vous avez dit « là, j'accepte » ? Oh,
Ça doit avoir pris au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Oui, au Absolument. moins. Oui. Et quand vous nous dites « je suis heureuse », est-ce que l'acceptation vient aussi avec l'arrivée? Ah, c'est ça, c'est sûr. Oui. L'un ne va pas avec l'autre, là. L'un ne va pas sans l'autre, là. Bien, pour dire qu'on est totalement heureux, moi, je pense que ça va ensemble. Parce qu'avant d'accepter, oui, j'avais des moments de bonheur, mais pour dire que j'étais totalement heureuse, malgré les difficultés que j'ai pu surmonter. Quand je vous parlais avant l'émission, j'avais été plus d'1 an alitée à cause d'une plaie. Moi, je suis fière parce que tout le long, j'étais positive. J'aurais pu être en colère, j'aurais pu me mettre en maudit après les autres, mais en même temps, ça n'aurait rien changé. C'est ce que j'ai compris, c'est que même si on bougonne, même si on est toujours en colère, ça ne changera pas la situation. Donc, il faut essayer de... Puis à l'intérieur de soi, là, on se sent pas mieux parce qu'on est en maudit là, après la vie. Ouais. Donc, si on veut se sentir bien, il faut essayer de mettre tout en œuvre pour accepter ce qu'on vit, puis se dire que ça va passer. Bon. Il y a souvent aussi, chaque humain aime bien se dire, bon, bien, on est utile à quelque chose dans la vie. Donc, évidemment, vous, malgré votre condition, vous avez continué d'élever, d'encadrer vos enfants, hein, comme tout parent. Probablement, vous l'avez fait différemment, évidemment, de par la condition physique, mais puis aujourd'hui, ça doit être des grands-enfants, j'imagine, de par l'âge. Mais on se dit, oui, on est utile peut-être, oui, pour redonner espoir aux autres, pour raconter un peu son histoire. Donc, quand vous regardez encore une fois le regard des 20 dernières années, vous dites, ben moi, Marie-Claude, j'ai été utile pour telle affaire. Je ne sais pas. Quel est le regard que vous avez là-dessus? Si j'étais utile à des gens, je pense que oui, parce que les gens autour de moi, que ce soit des personnes souvent qui viennent travailler pour moi, qui m'aident dans mes soins, souvent vont avoir un autre regard. Parce qu'au début, les gens ils ne voient que l'handicap physique. Ouais. Mais là, ils me voient comment je suis positive, comment je suis heureuse, puis comment je suis capable de me débrouiller quand même beaucoup avec mes mains, même si mes doigts ne bougent pas. Tu sais, j'apprends à faire des choses, puis même je m'épate moi-même des fois, mais le regard des gens autour de moi change, puis ils sont comme, ils me disent que ça leur fait du bien de m'entendre, puis de me voir agir ainsi. À quel moment avez-vous senti le besoin d'animer, de livrer, de prononcer des conférences? Bien, au début, les premières années, je l'ai fait souvent pour les enfants dans les écoles. J'ai commencé à le faire parce que mes enfants étaient au primaire. Puis je voulais partager ça avec les amis, dans le fond, les amis de l'école et les enseignants. Puis j'ai remarqué comment ça faisait du bien à mes enfants, mais aussi les enfants, tous les autres enfants étaient vraiment émerveillés. Et ce que j'apprenais par la suite, c'est qu'ils en parlaient souvent à leurs parents ou aux enseignants. Donc, j'ai vu qu'il y avait un impact au niveau des enfants. C'est sûr que ça a pris plusieurs années avant que je fasse pour les adultes, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et j'avais peur souvent d'être jugée, ce qui a fallu que j'apprenne à me dire, bien, écoute, là, tu sais pas, Marc-Claude, là, ce que les gens se disent dans leur tête, là, ça se peut qu'ils ne te jugent pas. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui me regardent, puis je vais toujours être différente des autres. Bien, parfois, les gens regardaient d'un ton, pas d'un ton, mais c'était plutôt un regard accusateur un peu. Je trouve qu'avec le temps, les gens ont changé. Moi, je vais à quelque part, là, toujours plein de gens qui me sourient, qui m'offrent de m'ouvrir la porte, de donner quelque chose sur une étagère. Je trouve que les gens ont vraiment évolué aussi là-dessus. Mais c'est ça. À un moment donné, je me suis dit, bien, regarde, je vais essayer de le faire pour devant des adultes. Et là, j'ai adoré ça parce que j'ai eu vraiment des bons commentaires. Donc, j'ai dit, c'est ça, je vais continuer. Est-ce que, quand vous dites que justement la relation avec les gens, bon, première chose, évidemment, ils voient le fauteuil, ils voient la position. Là, après ça, est-ce que les gens sont gênés de proposer leur aide ou est-ce qu'ils attendent que la personne demande de l'aide? Ou comment ça s'installe, ça? Parce que des fois, on se dit, bien,
ne veut pas insulter la personne, peut-être que la personne est capable de le faire, puis tu sais, bon, elle veut le faire elle-même, mais en même temps, c'est quoi le niveau de relation que vous avez avec des inconnus, là, des gens que vous croisez dans la rue, dans des lieux publics? Bien, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, les gens semblaient gênés de m'aborder. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que je suis super souriante. Moi, je souris à tous les gens que je vois sur mon passage. Mais les gens, et je vais dire, il n'y en a pas beaucoup qui ne m'offrent pas leur aide. Ça fait une différence, le sourire. Oui, oui. Oui, puis je pense vraiment, le sourire, c'est parce que les premières années, c'est sûr, j'étais moins souriante, j'étais malheureuse. Donc, les gens se disaient peut-être, oh, je sais pas. J'oserais pas. J'oserais pas. Faut pas me faire mordre. Bien, pas que je faisais un drôle d'air, mais tu sais, j'étais pas. Probablement que les gens sentaient qu'on j'étais pas bien, là. Mais je pense aussi que peut-être qu'il y a plus de gens en fauteuil aussi qui décident de sortir de chez eux et de vivre leur vie, tout simplement. Puis, c'est ça. Ça fait une différence que les gens nous parlent puis nous sourient, là, vraiment. Ouais. Le samedi 14 avril, 19h30, au CPA Saint-Luc, donc cette conférence que vous allez prononcer, Redonner espoir à la vie, qu'est-ce que vous allez raconter aux gens et ça vise qui? C'est qui le public cible? Mais dans le fond, ça peut viser des jeunes de 12 ans à plus vieux. Moi, dans le fond, ce que je vais raconter mon histoire à partir du moment où j'ai eu de l'accident jusqu'à aujourd'hui. Je vais leur raconter mon histoire, mais aussi, je vais être très positive dans le sens que je vais leur donner les trucs que j'ai pu trouver pour arriver à être heureuse. Aussi, je fais aussi, je raconte des anecdotes, des choses qui me sont arrivées, que ça a été très drôle. Parce que je veux pas non plus que les gens repartent un peu déprimés à cause de ma situation. Donc, fait que je veux que ça soit une très, très belle soirée. Puis pour ça, moi, je voulais que ça soit autant en paroles qu'en chanson. Alors, il y a 2 artistes invités qui vont être là. Oui, Alexandre Belair, que vous connaissez, qui vient d'ici, et puis Gabriel des Trois-Maisons. Aussi? OK. Oui, fait que les deux vont être là pour chanter un peu à travers ma conférence. Si j'aborde un sujet, donc on a trouvé des chansons qui avaient rapport à par exemple, la différence. J'ai une chanson pour ça. Donc, ça va être vraiment super là, d'avoir la musique en même temps que ma conférence. Est-ce que les gens doivent réserver à l'avance ou ce quoi que serait ce préférable, oui. Ce serait préférable parce que nous, on va servir thé, café, des petites bouchées sucrées durant la soirée. Et si on veut en avoir assez, bien, ce serait préférable, oui, de réserver. Et aussi, bon, la salle, pour préparer la salle aussi, c'est mieux, là. C'est sûr qu'on peut avoir, on va avoir quelques billets à la porte, là, mais dans le fond, juste les gens peuvent me donner un petit coup de fil, au moins pour réserver leur place. Bon. Et là, vous, comment vous voyez, on parlait beaucoup des 20 dernières années, mais comment vous voyez les 20 prochaines années? Bien, moi, je pense que je vais faire plus de conférences. Je vais continuer à être heureuse dans la vie. Puis, la dernière fois que je suis venue, j'ai parlé que j'avais un livre qui était en cours de route. Alors là, je l'ai terminé. Donc là, il reste à savoir est-ce que je vais le publier par moi-même ou je l'envoie à une maison d'édition. Fait que la prochaine fois que je vais venir vous rencontrer, ça va être probablement pour présenter mon livre. Mais j'aimerais ça continuer à écrire pour... J'ai toujours plein de choses à raconter de toute façon, là, fait que je suis certaine que je vais faire un 2e livre, puis ainsi de suite. Donc, la tête remplie de projets? Oui, puis je suis aussi grand-maman de 2 petits-enfants, donc ça a rempli ma vie aussi. Fait que c'est toutes des petites joies comme ça qui nous arrivent dans la vie qu'on se dit, on est chanceux. Alors, si vous voulez entendre l'histoire de Marie-Claude Lemieux, donc samedi le 14 avril, samedi le 14, 19h30 au CPE à Saint-Luc. Donc, merci beaucoup pour ce discours. C'est moi qui vous remercie de m'avoir... on vous souhaite évidemment la meilleure des chances pour la conférence et pour la suite. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la campagne des porte-clés de l'Organisme des amputés de guerre du Canada. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Vous connaissez probablement l'Organisation des amputés de guerre du Canada. Parfois, oui, on reçoit différentes sollicitations, mais entre autres pour les fameux porte-clés. Et ça peut être drôlement utile parce que si un jour vous perdez vos clés, bien, vous allez peut-être les retrouver quelques semaines, quelques mois après. Ça m'est moi-même déjà arrivé 1 an et demi après avoir perdu un trousseau de clés, de le recevoir par la poste. Et en même temps, ce programme, il faut parler de l'organisme en soi, qui célèbre d'ailleurs son 100e anniversaire. Et puis ici même dans la région, on a une vainqueur qui représente cette organisation, Daphné Demers. Bonsoir et bienvenue. Bonjour à vous. Daphné, raconte-nous un peu ton histoire. Tu es en secondaire 4, tu es à l'école Marcelin-Champagnat. Tu es identifié évidemment aux vainqueurs des amputés de guerre du Canada depuis fort longtemps. Explique-nous un peu ton histoire. Bien, depuis ma naissance, dans le fond, je fais partie du programme Les Vainqueurs parce que quand je suis née à l'hôpital, le personnel médical en a parlé à mes parents de ce programme-là puis tout parce qu'ils voyaient clairement que j'étais une enfant différente. Puis depuis, dans le fond, vu que je suis là depuis que je suis née, cet organisme-là, il est vraiment spécial pour moi parce qu'il m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma vie, depuis l'adaptation de mes parents, parce que c'est quand même un choc d'avoir un enfant qui est amputé. Il les a aidés quand j'étais plus jeune, un bébé, puis les prothétiques et tout. Puis là, après ça, moi-même, d'entrer en contact avec d'autres personnes qui étaient amputées lors des séminaires et tout. Dans le fond, même à ma rentrée à l'école, il y a quelqu'un qui est venu avec moi faire une présentation. Et dans le fond, ça a tout le temps été là pour moi, cet organisme-là. Alors, ouais. Ce que tu dis, dans le fond, c'est qu'il y a une réelle prise en charge. Oui. Bon, dans ton cas, toi, c'est la naissance, mais dans d'autres, évidemment, ça peut être à la suite d'un accident ou... Bien oui, c'est sûr, parce que je trouve que c'est encore plus difficile pour ces familles-là, parce que, mettons, tu as un enfant qui a ses 2 jambes, puis là, il y a un accident, puis d'un coup, quelque chose arrive, c'est amputé, c'est sûr, c'est déboussolant. Les personnes, ils se demandent quoi faire, puis tout. Dans ce cas-là, les amputés de guerre sont vraiment là pour les aider, ils les encadrent. Ils leur donnent du soutien, de l'information. Ils les aident vraiment à cheminer à travers ces épreuves-là, puis ils sont vraiment d'une grande aide. Bon. Et comme tu le dis, dans ton cas, à toi, c'est à la naissance. Donc, toi, tu n'as jamais connu autre chose. Exactement. Parce que tu es né comme ça, puis tu as dû, évidemment, au fil du temps, utiliser plusieurs prothèses. Oui. Est-ce que tu te rappelles même aussi loin là, dans ta mémoire, quand tu avais, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans, est-ce que tu as encore des souvenirs de cette époque-là? Pas vraiment. Je me rappelle que j'ai eu une petite prothèse dans ces années-là. Ça, je m'en rappelle. C'était une toute petite main. Puis je me rappelle, je la mettais, j'étais bien fière de la porter. Mais à part de ça, je me rappelle que même si j'étais différente, je réussissais quand même à fonctionner comme les autres enfants parce que je pense que c'est grâce en partie justement à tout le soutien que j'ai eu des amputés de guerre. Ça n'a pas vraiment paru, ça ne m'a pas vraiment marqué que j'étais une enfant différente dans ces années-là. Toi, tu n'as jamais ressenti que tu étais si différente parce que tu arrivais, grosso modo, à faire la majorité des choses à l'aide de ta prothèse sans que toi, tu y vois vraiment une différence avec une autre personne, là. Exactement. C'est sûr, il vient un temps où tu sais, le sport, mettons au primaire, dans les cours d'éduc et tout, que là, les jeunes, ils font des sports, c'est difficile. Puis des fois, moi, c'était plus difficile vu qu'il me manquait une main, mais grâce aux prothèses des amputés de guerre, comme j'en ai amené quelques exemples pour vous montrer, je réussissais tout le temps à faire les sports puis les autres choses que les autres étaient capables de faire. Fait que je me suis jamais vraiment sentie différente. Par exemple, je vais vous montrer. Celle-là, c'est une prothèse pour attraper des ballons. Quand on joue au ballon chasseur, au basket et tout, ça me permettait de dribbler puis d'attraper des ballons avec cette prothèse-là. C'était utile pendant les cours d'éduc. J'ai aussi eu cette prothèse-là. Il y était un temps où je voulais vraiment faire de la gymnastique. Puis là, c'était difficile parce que quand il te manque une main, bien, tes équilibres sont déséquilibrés, tu n'es pas capable de faire des roues et tout. Alors, avec le soutien des amputés de guerre, mon prothésiste et tout, bien, on m'a fait une prothèse comme ça. Ça fait que mes mains sont égales. Pour appuyer. Exactement. Fait que je peux faire des roues, des équilibres. Fait que ça m'a permis de faire de la gymnastique comme je rêvais de faire. OK. Puis, il y en a un autre modèle de prothèse que j'utilise encore aujourd'hui, c'est pour faire du vélo. Parce que c'est un classique pour tous les enfants normaux de faire du vélo, d'aller chez leurs amis à vélo et tout.
Ça, c'est une prothèse, tu rentres ton maillon dedans, puis tu l'accroches après ton guidon. OK. Puis comme ça, ça permet de donner les deux, dans le fond, parce que sinon, on irait juste à un guidon, puis c'est pas très sécuritaire ni très facile. Là. Fait que non, c'est ça, vraiment, grâce aux prothèses, j'ai vraiment tout le temps fait, Donc, tout pour comme toi, les les enfants. prothèses ont vraiment été très, 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 très aidantes dans ta vie, parce que parfois, on le voit dans le cas, surtout des gens qui ont des accidents et qui, là, subissent une amputation, à qui on propose des fois d'avoir des prothèses. Dans certains cas, les gens s'adaptent, puis dans d'autres cas, tu vois que c'est lourd. Tu vois que les gens arrivent à la maison, puis ils l'enlèvent parce que ça vient tannant, puis tout ça. Toi, visiblement, ça fait partie de ton quotidien. Oui, parce que, oui, c'est sûr, des prothèses, ça va jamais remplacer une vraie main. Tu sais, c'est plus lourd, c'est plus chaud, mais en même temps, ça nous permet de faire tellement de choses. Tu sais, je veux dire, ça nous aide dans notre quotidien. Fait que, tu sais, sans ça, oui, il y a des... Tu sais, quand j'arrivais chez nous, des fois, j'étais contente de les enlever, mais concrètement, ça m'avait apporté des choses, puis tu sais, ça m'apportait les prothèses. Fait que, ouais. OK. Et là, aujourd'hui, avec les avancées technologiques, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des prothèses supersoniques, évoluées, adaptatives? Je ne sais pas, on est rendu où dans l'évolution des prothèses aujourd'hui, là? Bien là, maintenant, il y a des prothèses qui sont assez spéciales. Par exemple, ça, c'est une main cosmétique, mais elle n'est pas animée, elle ne peut pas bouger. OK. Bien, il y a une nouvelle technologie de prothèse, ça s'appelle myoélectrique. Puis il y a comme une petite batterie dans la prothèse qui lui permet de, selon les mouvements du moignon, de faire bouger les doigts. Ça permet une petite mobilité à la main. Ça ressemble quand même à ce qu'on a dans la vraie vie. Fait que ça, c'est sûr, c'est une technologie de plus. Aussi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai des amis amputés qu'eux, c'est une jambe qui leur manque. Ouais. Puis il y a une nouvelle prothèse avec des nouveaux matériaux qui leur permettent de courir avec... tu sais, quand on court nos pieds, ça rebondit un peu, puis c'est un mouvement spécial. Alors, ça leur permet de faire ça, de courir comme il faut. Là. Et toi, est-ce que tu souhaites un jour avoir une autre prothèse, une prothèse plus évoluée, une prothèse intelligente? Est-ce que c'est... Ou est-ce que toi, tu es satisfaite des prothèses que tu utilises en ce moment? Bien, moi, je suis satisfaite pas mal par les prothèses que j'ai. Peut-être plus tard, je pourrais peut-être penser à avoir une myoélectrique ou quelque chose de différent, mais pour l'instant, avec les prothèses de sport que j'ai, puis celle-là, ça satisfait à mes besoins. Oui. OK. Ouais. Et là, dans le fond, quel est le support que tu as encore aujourd'hui de la part des amputés de guerre? Exemple, tu dois changer une prothèse ou obtenir une nouvelle prothèse. Comment ça fonctionne? Tu les contactes? Oui, c'est vraiment facile. Ils sont très rejoignables. Puis justement, ils sont spécialisés là-dedans aussi de nous donner de l'information pour avoir nos prothèses. Vraiment, à chaque année ou à chaque 2 ans, il y a les séminaires régionaux. Que ça, c'est des endroits où tous les amputés du Québec se rejoignent là. Puis il y a des conférences sur les nouvelles technologies, justement, en prothétique, Parce que leur slogan, c'est « Les amputés s'entraident ». Alors, on voit, mettons, une nouvelle fille a une prothèse de telle façon, bien là, tu peux dire « Ah, peut-être que j'en voudrais une aussi ». Puis dans ces séminaires-là, ils fournissent de l'information sur les prothèses et tout. Puis si jamais, mettons, j'ai pas eu toute l'information que j'avais besoin, puis là, tout d'un coup, je me dirais « Ah, je voudrais une nouvelle prothèse », puis on peut les appeler, puis eux, ils ont une grande, grande banque de données, ils ont beaucoup d'expérience là-dedans, fait qu'ils peuvent te dire « Ah, essaie telle sorte, telle information », ils t'envoient des papiers. Ils peuvent contacter ton prothésiste, leur envoyer des modèles. Ils sont vraiment là pour supporter toutes les étapes d'avoir une nouvelle prothèse et aussi le soutien financier parce que ça coûte cher, ces prothèses-là. Bien, c'est ça, tout à fait. Et évidemment, les amputés de guerre, comme tout bon organisme, a besoin de sous pour faire fonctionner le tout. Comme je le disais en introduction, parfois on reçoit de la sollicitation pour les petits collants qu'on met sur les enveloppes, mais il y a aussi les fameux porte-clés. Oui. Et ça, c'est une campagne de financement très importante, là. Très importante pour les amputés de guerre parce que cet organisme-là, il ne reçoit pas de subventions gouvernementales. Ouais. Fait que c'est vraiment juste grâce aux dons du public, notamment au système des plaques porte-clés, qu'on peut avoir tous les programmes dont je vous ai parlé, tout le soutien que j'ai eu. Les plaques porte-clés, en ce moment, la campagne qui se donne, c'est gratuit. C'est les petits qui permettent de retrouver ses clés, mais les dons sont les bienvenus. Puis vraiment, comme je dis, c'est grâce aux donateurs de les amputés de guerre qu'on peut avoir tout ce que j'ai eu grâce à eux, là. Bien, c'est ça, il faut que les gens fassent le lien parce que parfois on reçoit ça à la maison, puis bon, c'est comme toute chose, hein, on reçoit beaucoup de courriers, puis on se dit, bon, est-ce que je les prends cette année, est-ce que je les prends pas? Bon, il faut faire le geste, des fois, de faire un choc. Aujourd'hui, on peut sûrement le faire en ligne, j'imagine, là. Oui. Fait qu'on peut, c'est plus rapide, mais après ça, comme je le disais, c'est drôlement utile parce que moi-même, ça m'est arrivé une fois dans ma vie de perdre un trousseau de clés avec démarreur à distance, d'ailleurs. Et de retrouver 1 an et demi plus tard, de dire « c'est quoi cette affaire-là? » Puis me dire « hey, c'est les clés que j'avais perdues. » C'est un peu drôle parce que tu ne sais pas trop finalement l'histoire. Bien non, c'est ça. Tu ne sais pas trop qui les a retrouvés et qui les a mis dans la boîte aux lettres, mais tout ce que je sais, c'est qu'on les a retrouvés. Bien oui, c'est pratique parce que ça coûte cher maintenant, les petits démarreurs automatiques. Oui, puis même les clés intelligentes aujourd'hui valent plusieurs centaines de dollars. Donc,
C'est plus C'est un compliqué, système disons. pratique, oui, oui. Bien, Daphné, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. C'est fort intéressant. Merci. Merci beaucoup à vous. Reste avec nous. Au retour, la conclusion. On est à l'approche du congé pascal, vendredi saint, lundi de Pâques. Du côté de Compo au Richelieu, il n'y a aucun changement au niveau de la collecte des ordures ou encore des matières recyclables, donc aucun changement. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. On fait la captation et sur 2 semaines, on choisit des extraits qu'on redistribue dans 2 émissions, à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez revoir les émissions, il y a le site Internet. Et pour m'écrire par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.